Bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs du Diaspora FM. Vous le savez très bien, c'est toujours un plaisir pour toute mon équipe de production et de réalisation de cette émission de vous retrouver chaque dimanche pour aborder un pan de l'actualité nationale ou même internationale. Alors ce dimanche, de quoi allons-nous parler concrètement? Nous allons parler d'un phénomène qui mine la jeunesse béninoise. Ce n'est plus un problème de criminalité, mais c'est un problème de société. Nous allons aborder ce problème, mesdames et messieurs. Il s'agit bien évidemment de la cybercriminalité. Le thème retenu pour l'émission d'aujourd'hui, c'est cybercriminalité et cybersécurité. Quelle place pour notre cher et beau pays, le Bénin. Et pour en parler, nous avons invité aujourd'hui un Béninois de l'extérieur. Il vit aux États-Unis depuis des années. Il est doctorant en Business Administration, titulaire d'un MBA, option fraude financière et gestion des entreprises de l'Université César-Xavier de Chicago. C'est aux États-Unis. Il a un deuxième master, un Master in Science of Cybersécurité dans l'Illinois. Il est donc la personne indiquée pour nous, pour parler de ce sujet. Son nom, c'est Emmanuel Ronguevou, que nous recevons tout de suite. Monsieur Ronguevou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous recevoir chez vous. Merci pour l'honneur que vous nous faites de pouvoir quand même donner notre point de vue par rapport à cette actualité brûlante qu'il est important quand même de pouvoir cadrer, de mettre dans le contexte qui est le sien. D'accord, vous êtes béninois, vous vivez aux États-Unis depuis combien d'années? Disons depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Ouais. Vous êtes carrément installé là-bas. Tout à fait. Alors, la diaspora béninoise aux États-Unis, quel est son regard sur l'actualité du pays, selon vous, monsieur Ronguevou? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, avant de vous répondre, il s'est fait, c'est peut-être par hasard, que j'ai été un des présidents de Bénin Diaspora USA, qui est une association fêtière qui regroupe les associations locales des États-Unis. Je crois que la diaspora béninoise se porte très bien, se bat très bien, et aujourd'hui peut réclamer sa place dans le Conseil des Nations, aujourd'hui qui se retrouve de l'autre côté au niveau des États-Unis. Nous essayons de le faire, c'est un pays de combat, donc nous essayons de faire tout ce qu'on peut faire pour un jour peut-être rendre la monnaie ou bien retourner l'ascenseur à notre très cher beau pays, le Bénin. Vous voulez dire que vous êtes prêt à investir au Bénin et à faire développer les activités dans votre pays? Tout à fait. Nous investissons déjà au Bénin. Nous avons un ou deux cabinets qui travaillent pour la promotion de l'éducation des jeunes béninois. Et également, nous travaillons dans le domaine de la prévention, détection des fraudes financières et tout ce qui accompagne ça. D'accord, nous parlerons de tout ça, monsieur Ronguevou. Je ne trahis un code secret lorsque je dis que vous êtes également un des conseillers du maire d'Abomey-Calavi. Tout à fait, je suis conseiller et représentant spécial du maire d'Abomey-Calavi. Je le représente aux États-Unis. Nous travaillons dans le cadre de la coopération, tout ce qui peut permettre à la mairie d'Abomey-Calavi de pouvoir bénéficier de l'avancée technologie au niveau des États-Unis. Donc nous cherchons les opportunités pour pouvoir amener quelque chose au niveau de la mairie d'Abomey-Calavi. Et le maire, il collabore? Est-ce que notre cher ami, le maire d'Abomey-Calavi, collabore vraiment? Tout à fait. D'abord, pour nous avoir fait confiance et pour nous avoir mis également à ce niveau-là, je crois qu'il a la volonté. Il est du côté de la jeunesse, il collabore, il nous donne tous les moyens possibles dont nous avons besoin pour pouvoir réussir cette mission. Ça fait longtemps que nous le sollicitons sur notre plateau. Je profite de l'occasion pour dire au maire d'Abomey-Calavi que cette émission est son émission, donc qu'il veuille répondre enfin à notre invitation pour que nous puissions parler de la commune d'Abomey-Calavi. Donc ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et que je referme très rapidement, monsieur Ronguevou. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est cybercriminalité et cybersécurité. Quelle place pour le Bénin? Alors, depuis les États-Unis, vous avez certainement suivi l'actualité de la cybercriminalité au Bénin. Quelle est votre première lecture sur tout ce qui se passe dans ce domaine?
Je vais réagir sur deux plans. D'abord du plan social et également du plan du gouvernement. Je crois que du point de vue d'image sociale, c'est quand même un peu déplorable que quand vous suivez les statistiques, la vitesse vertigineuse avec laquelle nos jeunes s'adonnent à cette activité-là ne présente pas une bonne image. Mais Dieu merci, nous avons un gouvernement qui a de répondants. Et il y a beaucoup de moyens qui sont aujourd'hui déployés pour pouvoir non seulement contrôler ce fléau-là, mais également, si c'est possible, de mettre carrément un frein à ça ou bien une fin à ça. Donc, je pense que du côté des États-Unis, on est satisfait par rapport à ce qui est fait par le gouvernement béninois. Et puis, nous essayons aussi de parler, puisque chacun d'entre nous sort d'une famille, et c'est la somme de ça qui fait l'État, ou bien la nation béninoise. Donc, nous essayons aussi de conscientiser les jeunes à travers des formations, à travers des activités, pour leur dire qu'il y a meilleur à faire et qu'il y a beaucoup d'opportunités au Bénin. Rien n'est fait au Bénin quand vous comparez le système béninois au système développé. Chaque secteur est susceptible de développement. Il suffit d'y penser, il suffit de mettre un peu de sérieux et que les jeunes pourront quand même se faire beaucoup d'argent sans chercher à recourir à ces genres d'activités-là. Je peux donner un exemple pratique. Quand vous prenez les réseaux sociaux, quand vous prenez les groupes de WhatsApp qui existent, je pense que le minimum qu'on puisse retrouver parfois dans les groupes, c'est 200 personnes. Généralement, si vous êtes dans 5 groupes, qui a 200 fois 5, ça fait 1000. Tout simplement, quand vous prenez votre moto que vous roulez et que vous décidez que dans les 1000 personnes qu'il y a, vous pouvez tout simplement aller prendre les chemins des gens qui vont au pressing. Vous constituez rapidement un système qui vous permet de ramasser les chemises peut-être de 500 personnes dans les groupes-là. Et quand on vous paie peut-être 100 francs, fois 500, ça fait 5000 que vous pouvez peut-être gagner par semaine ou bien par jour. Ça dépend de la fréquence, ça dépend de votre dynamisme. Et vous pouvez vous faire de l'argent. Ça, c'est une moto que vous utilisez. Donc, ce n'est pas que vous allez investir autrement de l'argent, vous allez mettre de grands financements pour pouvoir démarrer quelque chose. Je pense que notre jeunesse doit voir de près ce qu'il faut faire. Il y a il y a plusieurs domaines dans lesquels les livraisons, tout ça là, dans lesquels les jeunes peuvent s'investir pour pouvoir éviter de chercher les gains faciles qui peut-être résultent des situations extrêmement difficiles par la suite. D'accord. Vous venez de donner une idée de business, M. Rungevou, mais vous dites que vous êtes satisfait de l'action du gouvernement. Est-ce que vous voulez nous dire que vous êtes satisfait de voir plus de 1300 jeunes en prison aujourd'hui pour fait de cybercriminalité? Je crois que pour répondre à votre question, il faut d'abord situer le contexte. Le contexte dans lequel nous sommes, n'oubliez pas que l'État a la responsabilité de nous protéger. Vous ne répondez pas à ma question, M. Rungevou. Est-ce que vous êtes satisfait de voir plus de 1300 jeunes béninois en prison à cause de la cybercriminalité? C'est oui ou c'est non? Non, la question ne peut pas être abordée dans ce sens parce que ce n'est pas une question, je ne veux pas dire cartésienne. Et puisque vous êtes satisfait de l'action du gouvernement, donc vous devez être satisfait de voir des jeunes en prison. Non, ce n'est pas ça, au fait, comme ça qu'il faut l'aborder. Si on l'aborde comme ça, ça va être un peu plus compliqué. Parce que ça allait me permettre de rebondir ailleurs, mais allez-y, je vous écoute quand même. On ne va pas répondre à cette question comme ça. Ce que nous allons tout simplement dire, n'oublions pas le rôle de l'État. C'est la protection d'abord des citoyens. Et dans cet élan-là, dans cette perspective, quand il y a des crimes qui sont commis, les auteurs doivent pouvoir répondre d'une manière ou d'une autre. Et dans la procédure de cette tentative de pouvoir répondre à ça, il se retrouve que si vous commettez des crimes, que cela soit au niveau du cyber, que cela soit des cybercrimes, que cela soit d'autres crimes, vous répondez. Et si vous êtes convaincu de l'avoir commis, vous allez en prison. Donc, ce n'est pas une question de satisfaction ou non, c'est une question de responsabilité au niveau de l'État. Oui, mais ça devient mieux. Oui, allez-y. L'État peut mettre, je crois bien que l'État béninois est en train de mettre également sur pied des mécanismes qui puissent freiner le système
en dotant la jeunesse d'un certain nombre d'opportunités qui puissent leur permettre, après les formations, de pouvoir s'auto-employer, de s'auto-déployer sur le terrain et également de prendre leurs responsabilités, d'évoluer. Oui, mais quand on a plus de 1000 jeunes en prison, ça ne devient plus un sujet banal, ça devient un problème de société parce que derrière ces 1000 jeunes, il y a tout un monde qui souffre. Monsieur Rungavou, est-ce que même si ce sont des crimes, est-ce que la loi ne peut pas être un peu plus douce dans ce domaine? Je crois que en essayant d'assouplir les positions au niveau du gouvernement, c'est comme si le gouvernement encourage ces genres de pratiques. N'oubliez pas que le Bénin n'est pas le seul système, le seul pays qui lutte contre ce phénomène-là. Quand vous allez aux États-Unis, c'est la même chose. Vous avez peut-être des milliers, pas 1000, peut-être 2, 5 000, 4 000 ou 10 000 personnes qui se retrouvent derrière. C'est selon la taille de la population. Tout à fait. Nous avons une petite population ici. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un plaisir pour l'État de se retrouver dans cette situation-là. Parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, l'image sociale qu'on a par rapport à ce phénomène-là, c'est désolant. Et puis, en tant que pays, je crois qu'il faut faire quelque chose. Et j'ose croire que le gouvernement a mis sur pied. Il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui qui permettent aux jeunes qui sont formés de pouvoir saisir les opportunités qui existent et de pouvoir éviter de se retrouver dans ce système de gain facile. Oui, mais on constate que même depuis la prison, les jeunes opèrent. Donc, la solution n'est pas forcément la prison, non, monsieur Rungavou. Je suis d'accord avec vous, puisque le système est un système qui est ami. Oui. Et même si vous restez en prison et que vous avez accès à l'Internet, vous pouvez toujours opérer. Ils opèrent. Oui, ils opèrent. Donc, comme nous sommes en train de le dire, je crois que même si la solution n'est pas la prison, mais il faut forcément sanctionner quand les gens enfreignent la loi. Maintenant, il y a des prisons, je donne l'exemple des États-Unis, où à l'intérieur, vous êtes formé. Et dès que vous sortez de cette prison-là, vous devenez même opérateur économique, vous pouvez devenir des juges. Ça vous donne la possibilité, une panoplie de formations qui vous permet d'orienter votre vie dès que vous sortez de prison. Je pense que le système global doit être repensé par rapport à ça et que dès que les jeunes y entrent, parce que il ne faut pas se voiler la face, ça peut constituer aussi des erreurs de jeunesse. Les premiers choix, les erreurs de prise de décision. Donc, l'État peut toujours leur donner une deuxième chance. Et dans cette perspective, dans ce élan-là, dans cette démarche, l'État peut mettre sur pied des structures qui permettent de pouvoir, qu'est-ce que je vais dire, de pouvoir assurer un transfert pendant que vous êtes en prison, si c'est 1 an, si c'est 2 ans, et de pouvoir leur donner l'opportunité de se former peut-être au métier d'entrepreneuriat à l'intérieur des prisons. Et que dès qu'ils quittent, même les gens peuvent avoir leur diplôme, dès qu'ils quittent, dès qu'ils finissent leur peine, ils peuvent directement atterrir dans des structures qui puissent leur permettre de commencer par trouver de l'argent. Parce qu'on a des jeunes qui sont condamnés à 5, 10, 15 ans de prison. Tout à fait. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est pourquoi je dis que l'État peut mettre sur pied des structures qui puissent leur permettre de pouvoir faire un transfert. Si je ne suis pas juge, je ne suis pas juriste, si vous êtes condamné peut-être à 5 ans et vous faites 2 ans et que vous suivez la formation dans la 3e année en prison, vous pouvez atterrir dans une structure qui vous permet de pouvoir être entrepreneur, de pouvoir employer même d'autres jeunes comme vous qui sont à l'extérieur et ça leur permet de suivre l'exemple, le modèle qui est mis sur place et qui peut-être va pouvoir résorber un temps soit peu, si vous le permettez, ce phénomène-là. Parce que ces jeunes-là, parmi eux, il y en a qui n'ont jamais été à l'école, mais qui savent manipuler l'ordinateur, même si c'est dans le mauvais sens. C'est donc peut-être des génies. Pas des génies, mais des gens qu'on peut quand même récupérer. Tout à fait. Oui, ça, c'est un débat global et ça relance également la question de la finalité des formations que nous recevons au Bénin. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Inde, je donne des exemples que je connais, il y a beaucoup de jeunes Indiens formés en Inde qui travaillent depuis l'Inde avec les entreprises aux États-Unis.
Je donne moi-même mon exemple. Je suis en train de faire un stage actuellement avec mon université. Et ce stage-là est géré depuis longtemps par des jeunes. Okay. Je crois que si l'accent est aujourd'hui mis sur les formations qui vont déboucher sur la technologie, je crois que ça va donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir utiliser leur génie au profit des entreprises qui ne sont pas forcément au Bénin. Okay. Il suffit d'avoir la formation. Au lieu l'Asie par rapport aux États-Unis, je pense que l'Afrique est plus proche des États-Unis, ou bien pratiquement la même chose, mais l'Afrique est plus proche de l'Europe, comparé à l'Europe, à l'Asie. Donc, c'est plus simple pour les entreprises si nous avons ce qu'on appelle le know-how, le savoir-faire, de venir chercher les talents ici, qu'au lieu de se diriger vers la Chine ou bien l'Inde. Donc, je crois que le gouvernement peut, et le secteur privé également, peut revoir ou bien ajuster le système de formation pour permettre à cette jeunesse de pouvoir, surtout ceux qui sont des génies dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la technologie, de pouvoir s'offrir des opportunités même sans quitter le Bénin. Donc je pense que c'est une des approches que nous pouvons utiliser. Dans tous les cas, nous parlerons de ça peut-être en fin d'émission. Il y a des opportunités que vous offrez aux jeunes pour aller se faire former aux États-Unis. Nous parlerons de ça, M. Rungavou. Alors, cybercriminalité, c'est quoi un cybercriminel? À quel moment peut-on dire que Didier ou Juste ou Martin sont des cybercriminels? Merci beaucoup d'aborder la question dans un thème pédagogique. D'abord, il n'existe pas de définition universelle par rapport à ce phénomène-là. Donc, ce phénomène se définit par rapport à l'activité. Donc, on parlera de cybercriminalité comme toute activité illégale qui se passe sur la toile ou bien par le biais de l'Internet ou bien par le biais des systèmes qui sont en réseau ou bien des systèmes numériques qui sont en réseau. Donc, dès que vous commencez par à utiliser ce système-là à des fins illégales, donc vous êtes en train de commettre un délit ou bien un crime qu'on qualifie tout simplement de cybercriminalité parce que le moyen utilisé est lié au cyber, c'est-à-dire au réseau Internet. D'accord. Mais on dit trivialement, les jeunes ici, bon, on fait affaire. Donc, on fait affaire. Les affaires ne sont pas forcément légales. Oui, je pense que nous allons peut-être... Il y a une myriade de systèmes qu'on peut utiliser pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Mais il y a les plus classiques. Les plus classiques, par exemple, c'est les attaques. C'est-à-dire, quelqu'un reste quelque part, ou bien un groupe de personnes reste quelque part et attaque le système informatique que vous avez installé pour pouvoir soit vous empêcher de pouvoir dérouler normalement votre programme à des fins d'argent. Donc, on vous dit, bon, payez telle chose, nous allons. Il y a également les usurpations d'identité qui aboutissent au vol et au vente des identités. Ce phénomène est plus développé aux États-Unis, où quelqu'un peut rentrer dans votre système, voler vos informations et se faire passer pour vous, pour pouvoir vous soutirer de l'argent. Du chantage. Dans certains cas, ils vont directement sur votre compte bancaire. Et j'ai été victime de ça plusieurs fois. Ah bon? Oui. Vous allez nous dire tout à l'heure comment vous avez pu régler ça, parce que certainement beaucoup de gens sont victimes de ça, mais ne savent pas et tout le reste. Donc, avec le développement de la technologie, il y a également, dans la perspective des usurpations d'identité, le vol, par exemple, des permis aux États-Unis. Bon, pour le Bénin, je ne sais pas trop, parce que le système... Nous avons des permis numérisés là-bas. Et quand on vous vole le permis, il y a des logiciels qui permettent de poser une autre photo là-dessus. Donc, l'individu qui a votre permis, il peut rouler aisément en votre nom. Je me rappelle, il y a une dame qui a l'habitude de louer ses véhicules au niveau de l'aéroport. Aux États-Unis, vous pouvez louer juste à l'aéroport et continuer vos courses. Donc, il s'est fait que quand elle a loué la voiture et qu'elle a retourné la voiture, elle a oublié son porte-monnaie dedans. Et quand ils ont ouvert son porte-monnaie, elle avait 4 différents permis
qui est sur les différents permis qu'elle avait, il y avait sa photo. Donc, ils ont alerté la police. Et la police est arrivée. Et puis, on l'a coffré. Donc, vous pouvez rester chez vous, vous vivez chez vous. Et quelqu'un utilise votre identité pour agir en votre nom. Il y a également ce que nous appelons l'hameçonnage. On appelle ça le phishing. On envoie des courriers électroniques. Et parfois, dans ces courriers électroniques, il y a ce qu'on appelle les attachements. On nous attache un fichier. Et si vous ne prêtez pas attention à ça et vous ouvrez le fichier, ça permet à celui qui a envoyé le fichier de s'installer dans votre système. Donc, il vous suit, il regarde ce que vous faites. Et également, il peut utiliser vos informations pour pouvoir faire un certain nombre. Il peut acheter en votre nom. Il peut utiliser votre carte de crédit parce qu'il est assis dans votre système. Il a la main de ce que vous faites sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone. Donc, on envoie les liens, il ne faut pas cliquer sur ça systématiquement. Et puis, il faut observer également, vous allez Eden TV, c'est E-D-E-N. Bon, je peux changer le E qui est au milieu là et puis mettre comme Eden et utiliser tout. Parce que si vous me poursuivez à la justice, je vais dire j'ai mis Eden. Celui qui est habitué à recevoir des courriers de vous ne va pas prêter attention à ça. Il dit, bon, c'est Eden TV. Il ouvre le fichier. Oh, malheureusement, c'est comment on dit, des liens malicieux qui s'installent dans son système. Et puis, peut-être avant de s'en rendre compte, c'est déjà trop tard. Donc, nous utilisons le même système que... je peux le dire bien parce que nous recevons ce côté de la formation de lutte contre les fraudes et de cybercriminalité. Nous recevons la même formation que la police de Chicago, que la police fédérale également. D'accord. Mais ça, c'est pour les liens, les différentes classifications. Mais comment on reconnaît un cybercriminel? Oui, malheureusement... il n'existe pas de caractéristiques extraordinaires pour dire que quelqu'un est cybercriminel ou pas. Et c'est d'ailleurs là où la lutte contre l'activité est extrêmement difficile. Parce que pour la plupart du temps, les gens n'ont pas d'identité. Heureusement que la technologie évoluant, quand on retrace l'appareil utilisé, il y a des logiciels qui nous permettent aujourd'hui de savoir quel est l'IP du système que vous avez utilisé. L'IP, c'est juste, disons, la carte d'identité de l'appareil, la carte d'identification, pour être plus précis, de l'appareil utilisé ou du système utilisé. Ça permet de retracer, de retrouver les individus derrière. Donc, il n'existe pas, comme je l'ai dit, autant qu'on est ici, on peut être tous des cybercriminels. Et que jusqu'à ce qu'on nous intercepte. Et sinon, c'est l'homme, quelqu'un de normal qui va à ses opérations, qui fait ses va-et-vient. Et puis, il n'y a rien qui permet de le détecter. Par contre, la stratégie qu'on utilise pour pouvoir savoir celui-ci, bon, pas savoir, mais de commencer par émettre des hypothèses. Voilà, exactement. Vous êtes un jeune, vous êtes quelqu'un, vous n'avez aucune activité. D'accord? Bon, aucune activité apparente. On ne vous voit pas, vous n'êtes pas inscrit dans une société, vous ne travaillez pas, mais vous avez une vie d'extravagance, vous vivez dans le luxe, ça commence par interpeller. Le monsieur trouve l'argent où? Donc, quand on commence par interpeller, c'est vrai qu'on ne peut pas passer dans chaque maison et savoir qui fait ci, qui fait ça, ou comment vous avez trouvé vos sous pour pouvoir vivre. Donc, une fois encore, c'est seulement l'activité en ligne qui nous permet de retracer et de retomber sur l'individu. Et je vais vous rappeler, dans un passé récent, le gouvernement a exigé que tous ceux qui prennent 4 SIM qui déposent leur identité. Ce n'est pas par hasard. Si aujourd'hui vous prenez une carte SIM dans les compagnies de téléphonie mobile, vous devez donner votre identité. Mais ça n'a pas trop marché, hein. Vous savez que les ventes à la sauvette ont continué et on achète des cartes SIM. Tout à fait, mais il y a toujours, quand on retrace,
Quand on rentre dans le système et qu'on connaît, on arrive à identifier le numéro qu'on a utilisé pour opérer sur vous, on commence par remonter, on fait le recollement, on va revenir à celui qui a acheté la carte pour la première fois. Et donc, on commence par situer les responsabilités à ce niveau-là. C'est juste pour vous dire qu'il y a les mesures, il y a un certain nombre de cadres dans lesquels il faut pouvoir opérer pour permettre de pouvoir mettre la main ou d'appréhender facilement ou bien de retracer facilement le système que les gens utilisent pour pouvoir vous soutirer de l'argent en se cachant derrière peut-être les 4 murs ou bien rester dans un bureau et vous soutirer tous vos sous. D'accord. Alors, Monsieur Emmanuel Ronguet, vous allez maintenant nous parler de votre expérience professionnelle, enfin pas professionnelle, personnelle. Vous disiez il y a quelques minutes que vous avez subi des attaques. Tout à fait. Comment est-ce que vous avez pu vous défendre? Ok, la première chose, je me suis levé et puis je suis allé sur mon compte bancaire et j'ai senti que quelqu'un a soutiré $3 000. Simplement comme ça? Simplement comme ça. C'est comme ça. C'est aussi simple que cela puisse paraître. Et que j'ai dit non, que je n'ai jamais donné l'ordre à X ou Y de pouvoir d'aller faire telle opération sur mon compte. La banque ne vous a pas averti? Allez-y. Donc, la première démarche, j'ai appelé ma banque pour dire non, qu'il y a une opération qui n'a pas été, comment dire, validée par moi-même. Je n'ai pas autorisé, voilà, une transaction sur mon compte. Et donc, la première démarche, la banque vous demande de pouvoir faire un claim. Bon, je ne sais pas en français comment. Vous m'excusez. Hein, allez-y. Donc, vous faites une demande, je peux dire. Pour une réclamation peut-être. Voilà, une réclamation, voilà, c'est le mot exact. Pour signifier à la banque que, bon, il y a une transaction qui n'est pas autorisée, qui est passée sur votre compte. Comment ça peut être faisable? Comme je le disais, sans doute, j'ai dû faire des achats quelque part où, bon, il y a plein de techniques, hein, il y a maintenant même qui ne sont pas au Bénin, où quelqu'un a pu lire les informations de ma carte. Je vais vous expliquer aussi peut-être un peu ça. Les informations de ma carte et qu'avec le temps, la personne a décidé de pouvoir passer à l'action parce que la personne peut accéder à mon compte. Donc, c'est aussi simple, banal que ça. Donc, quand j'ai fait la réclamation, la banque m'a retourné mon argent. Donc, la banque va continuer par faire les recherches. Et ça me permet aussi de parler des cartes bancaires. Oui, les cartes bancaires. Aux États-Unis, dans mon État, par exemple, Illinois, chacun d'entre nous, vous et moi, vous pouvez acheter le matériel qui fabrique une carte bancaire. C'est légal. Et avec ces $1 000, j'achète tout avec l'imprimante et je peux fabriquer les cartes bancaires. La plateforme qui permet d'imprimer les cartes bancaires. Les cartes bancaires. Ça devient illégal dès que vous utilisez ça pour pouvoir commettre des crimes. Mais légalement, vous avez la possibilité. Donc, nous pouvons avoir des cartes bancaires vierges. Qui n'ont pas de nom, qui n'ont rien. Nous les mettons là avec les puces. Et que nous avons, les criminels ont des lecteurs. D'accord? Ces lecteurs-là, soit ça peut être dans une poche. Dès que vous vous approchez, on peut lire les informations de votre carte. Et quand on va à la maison, on va dupliquer ça. C'est-à-dire, on amène ça sur la carte qui est déjà disponible, vierge. On met ça, on utilise la puce, on met la puce magnétique. Et puis, on peut utiliser avec vous votre carte aisément sans que vous ne soyez au courant. Jusqu'à ce que, quand vous prêtez attention aux transactions qui passent par votre banque, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est anormal. Donc, c'est un système, c'est vrai que ce n'est pas ici. Donc, comme je le disais, la banque m'a retourné mes sous. Et puis, ils ont commencé les investigations. Malheureusement, on ne vous retourne pas vous dire ce qui a été fait, si la personne a été appréhendée ou pas. On va vous dire, bon, nous allons continuer les investigations. Je crois que tout se reporte à qui de droit au niveau du système. Si c'est la police, si c'est FBI, certainement, ils continuent pour pouvoir démasquer les fautifs. D'accord.
Donc, OK, mais quand on parle de cybercriminalité, ouais. On parle de cybersécurité, Ouais. forcément. Ouais. Une possibilité, n'est-ce pas, de contrecarrer les affres de la criminalité cybernétique. Alors, Monsieur Runga, vous êtes expert en cybersécurité. Est-ce que vous pensez que notre pays, le Bénin, est vraiment aguerri contre tout ce qu'il y a comme crime sur Internet et tout le reste? Est-ce que la cybersécurité est une réalité au Bénin? Oui, je crois que d'abord, ce qu'il faut retenir du système, quand vous achetez un ordinateur, Oui. quand vous achetez un téléphone, le fait de l'acheter vous donne l'impression que vous êtes le propriétaire de ça. C'est peut-être si les jeunes me suivent, Oui. et ça va leur permettre de renoncer à l'activité. Attendez, Quand vous achetez téléphone neuf un téléphone ou bien, neuf, oui, neuf, oui. ou un ordinateur neuf, Oui. quel que soit le système de réseau que vous mettez, vous avez, Oui. ça vous donne l'impression que vous êtes le propriétaire de ça. Nous sommes d'accord. Oui. Parce que quand vous achetez votre Pourquoi c'est une téléphone, vous impression? êtes- C'est pas une impression, je suis le propriétaire. Voilà. Pourquoi je dis que ça donne l'impression? Celui qui a conçu le système et qui a mis ça à votre disposition, c'est pas vous-même. Ah oui, d'accord. Donc, c'est une autre personne Oui. qui a fabriqué, qui a mis le système à... Donc, cette personne a la possibilité de contrôler ce que vous avez. Donc, c'est pour ça, je vais dire aux jeunes que c'est inutile de s'adonner à ça. Si on décide, si on investit, on utilise les méthodes bien déterminées, on va les attraper. Donc, c'est inutile parce que le téléphone que vous utilisez, le logiciel que vous utilisez, c'est pas vous qui l'avez fabriqué. Oui. Donc, il y a des fabricants qui ont déposé, et pour coordonner la lutte contre le cybercrime, On peut remonter jusqu'au on peut fabricant. remonter aux fabricants et demander aux fabricants de donner certaines informations. Et d'ailleurs, les systèmes qu'on achète arrivent avec déjà des informations qu'on peut utiliser pour pouvoir savoir tout ce qui se passe dedans. Les mots de passe, tout ça là, je prends un autre logiciel, je branche à votre, ou bien j'utilise le système d'identification, le IP de votre système, je peux savoir les mots de passe, tout ce que... Donc, quand vous utilisez, quand vous n'avez pas fabriqué un système, quand c'est pas vous-même qui avez conçu le système que vous utilisez, il faut toujours vous demander, mais si on cherche à me retracer, ou bien si on cherche à retracer les activités que je suis en train de faire sur ça, c'est aussi simple que ça. On peut retracer et me retrouver. Donc, il faut que les jeunes soient, je ne sais pas, intelligents et de ne plus s'adonner à ça parce que tôt ou tard, on va les attraper. Oui, mais pour remonter à ça, il faut beaucoup de moyens aussi. Oui, pendant ce temps où ils font les dégâts. Tout à fait, je suis d'accord. Ils vont réussir d'abord l'acte. Oui, absolument. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à les appréhender. On peut se retrouver dans un système où ils ne seront pas appréhendés. Mais aujourd'hui, ils savent que si nous commençons, on va nous arrêter du jour au lendemain. Et je disais aussi que la bonne nouvelle au Bénin, c'est que le gouvernement a investi énormément dans les logiciels, dans les systèmes pour pouvoir protéger le pays. Maintenant, en dehors du gouvernement, en tant qu'individu, quand nous parlons de cybersécurité, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de nous protéger quand nous nous mettons en ligne. Les solutions les plus banales, les plus simples, c'est d'abord les antivirus que vous installez. Et les antivirus viennent avec beaucoup de packages. Donc, il y a beaucoup de systèmes qui sont aujourd'hui intégrés qui ne donnent pas l'accès forcément à d'autres personnes de rentrer dans votre système. N'oubliez pas de façon banale, quand nous parlons de l'architecture, Internet, c'est comme une maison. Quand vous construisez votre maison et vous avez construit, vous avez fait de clôture, vous décidez peut-être de lever le mur, de mettre des barbelés. Des barbelés. De sécurité. Voilà, si quelqu'un essaie d'escalader, il va. Donc, c'est le même concept. Donc, c'est une maison. Et quand vous rentrez dedans, vous utilisez peut-être une méthode frauduleuse pour rentrer dans la maison. Tôt ou tard, on va vous appréhender. Donc, c'est comme ça qu'il faut d'abord concevoir, regarder le système pour pouvoir se rendre compte de comment ça peut fonctionner et quelles sont les possibilités qui existent aujourd'hui pour pouvoir appréhender ou interpeller les gens. Donc, le Bénin fait du bon travail quand on parle de cybersécurité. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses. J'ai suivi, je pense, le mois dernier,
sur la télévision nationale. Le site de l'ORTB qui a été attaqué? Le site non, ou le compte Twitter, oui. J'avais une émission sur la cybercriminalité avec le gouvernement, oui, voilà, absolument. Où le gouvernement on a vu oui. Tout l'armada que le gouvernement est en train de déployer pour pouvoir continuer par lutter contre ce phénomène-là. Je pense que le Bénin est en avant. On fait de très bon travail quand il s'agit de cybercriminalité. C'est vrai que on ne peut pas répondre du jour au lendemain à toutes les attaques qui s'opèrent, que cela soit ici ou bien à l'extérieur, parce que la plupart des gens, pour gagner de grosses cariotes, restent au Bénin et opèrent généralement sur le territoire européen. Donc, je pense que un bon travail est en train d'être fait. Oui, mais malgré tout ça, M. Rungevou, on parle d'attaque des banques. Par exemple, les gens arrivent à rentrer dans le système bancaire pour prendre beaucoup d'argent et peut-être après faire des deals et tout le reste. On parle également d'attaques sur des comptes, des pages et tout ça. Si aujourd'hui la page ou le compte de Eden TV est attaqué, comment est-ce que nous on fait pour récupérer ça? Merci beaucoup. Ça va dépendre du type d'attaque. Oui. Et ça va dépendre également du système de protection que vous avez mis sur pied au niveau de la télévision, bien au niveau du groupe en général. Maintenant, quand les gens vous attaquent, généralement, c'est contre des rançons. D'accord. Voilà que nous, on n'a même pas d'argent à donner si c'est contre des rançons, malheureusement, vous serez obligé, dans certains cas, de payer ces rançons-là pour pouvoir récupérer les informations qui ont été volées. Et dans certains cas, l'État aussi entre dans la danse. Oui. L'État peut utiliser d'autres moyens pour pouvoir les dissuader et les renvoyer de votre système. Parce que il ne faut pas se leurrer, c'est beaucoup d'argent. Oui. Et puis, quand les attaques, généralement, ces genres d'attaques peuvent être commandés de l'extérieur. Donc, c'est des systèmes sophistiqués, c'est des gens qui ont la main, c'est des gens qui maîtrisent de fond en comble l'outil. Donc, se forment en groupe pour des intérêts financiers, généralement, pour pouvoir se faire un peu d'argent. Bon, il y en a également qui ne le font pas forcément pour l'argent. Ça peut être pour faire mal. Pour faire mal. Oui. Ça peut être pour des raisons politiques. Ça peut être également pour des raisons de concurrence, qu'un groupe vous attaque et vous met en difficulté pendant des heures ou bien pendant des jours. Et avec le temps, vous trouvez la solution et vous continuez. D'accord. Alors, il y a une question qui peut-être ne fait pas partie de notre fiche technique, mais que beaucoup de Béninois se posent. C'est la sécurité autour des appels et des messages WhatsApp. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'écouter quelqu'un sur WhatsApp ou bien de retracer même des messages supprimés sur cette plateforme? Oui, c'est une très belle question. Bon, je ne vais pas tout... Il y a des choses que je ne vais pas dire. Pourquoi? Protégez-vous, protégez-nous. Dites-nous ce qui est possible. Comme je l'ai dit, je suis aussi professionnel, je travaille dans le domaine. Oui. Il arrive aisément, très aisément alors, de suivre tout ce que vous faites sur WhatsApp. Je peux le faire même. D'accord. Là où je suis, je peux rentrer dans votre système. Quel que soit le téléphone que j'ai? Quel que soit le téléphone, parce que ça ne dépend pas du téléphone. Ça dépend de comment je suis rentré dans votre système. Que ça soit iPhone, qui est l'un des téléphones les plus protégés, ou bien que cela soit les Android. Il suffit tout simplement, au moment où vous êtes en train d'utiliser, que je sois à côté de vous, et que je raconte ça en ligne, par mon ordinateur. Donc tout ce que vous faites, ça vient. Comment expliquez-nous? Non, que vous soyez juste à côté de moi avec votre laptop, c'est ça? C'est tout? Oui, mais on ne va pas rentrer dans le détail puisque notre rôle est d'éduquer et de décourager. Mais d'informer aussi. Et d'informer aussi. Pour que les gens sachent que c'est possible de faire. Tout ce que nous allons dire aux gens quand vous avez votre numéro et que vous opérez sur WhatsApp et que peut-être quelqu'un à côté de vous utilise l'ordinateur.
Il y a sur les téléphones des applications, des touches qui empêchent les gens de pouvoir y intégrer, même s'ils s'installent à côté de vous, pour pouvoir prendre vos informations. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller dans les paramètres et de faire un réglage adéquat. Pour voir s'il y a un autre appareil connecté. Tout à fait. Ou même empêcher une tierce personne de pouvoir rentrer dans votre téléphone. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Sans Donc, rentrer en fait, celui qui vous trace n'a même pas besoin de toucher à votre téléphone. Non, il n'en a pas besoin. Du tout pas. Donc, comme information, c'est possible. Je réponds à votre question, c'est possible. De suivre vos appels, c'est possible également. De suivre vos conversations sur WhatsApp. D'accord. Voilà qui est très clair. Alors, nous allons maintenant parler de blanchiment d'argent. Vous en êtes également spécialiste. À quel moment peut-on parler de blanchiment d'argent? Merci beaucoup. C'est aussi un phénomène qui rentre dans le domaine des fraudes en général, et qui également peut utiliser, qui peut passer par le canal des cybercrimes. Il faut tout simplement dire, c'est quoi blanchiment d'argent d'abord? Quand nous parlons de blanchiment d'argent, c'est l'ensemble des stratégies qui consistent à donner l'impression que l'argent que vous avez ou bien vous utilisez est de l'argent qui provient d'une source adéquate. Dès que nous abordons la question de blanchiment d'argent, il y a 3 étapes. Il y a la première étape qui consiste à ce que nous appelons généralement la pénétration. C'est une étape qui consiste tout simplement à pouvoir chercher à mettre l'argent que vous avez eu de façon illégale, soit par les activités, ça peut être de corruption, ça peut être l'argent de la drogue. En tout cas, un certain nombre d'activités illicites qui vous permettent d'avoir beaucoup d'argent. Nous cherchons à mettre l'argent dans le système. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est ce que nous appelons tout simplement, donc c'est l'étape à laquelle on essaie de pouvoir séparer la source, d'éloigner la source illicite le plus loin possible de l'utilisation de l'argent. Je donne un exemple. Vous avez 10 millions de dollars sur vous, et que vous voulez recouper et retourner dans le système de façon, je ne vais pas dire de façon légale, de retourner ça dans le système et donner l'impression que c'est de l'argent que vous avez gagné légalement. De façon licite. De façon licite. Il y a un certain nombre d'activités périphériques. Je prends par exemple un bar, parce que pour le faire, c'est toute une stratégie. Vous déployez toute une méthodologie pour le faire. Il y a des services financiers. Par exemple, un bar, vous êtes propriétaire d'un bar, ou peut-être vous vendez, disons, $1000 par jour. Vous pouvez arrondir ça à 10 000, donc vous ajoutez 9 000 que vous essayez de réintroduire dans le système de façon légale. Et dès que vous réintroduisez l'argent, que ça rentre dans le système légal, la dernière étape, c'est que vous commencez par utiliser l'argent. Vous pouvez aller à la banque comme un propriétaire légalement et aller prendre de l'argent. Donc, c'est quand vous vous retrouvez dans ces étapes-là, quand vous passez toutes ces étapes-là et que vous venez, l'argent refait surface sur dans le système, donc vous avez blanchi l'argent. Au fait, c'est un terme qu'on utilise pour dire que l'argent sale, parce que ça vient d'une source illicite, a fait un certain nombre de contournements. Un circuit pour se retrouver également dans le système légal. C'est tout. C'est le concept derrière. C'est comme ça, ça fonctionne. Mais on en parle de plus en plus dans notre pays. On parle beaucoup plus de blanchiment d'argent. Est-ce que vous pensez que ça peut être utilisé contre des gens simplement parce qu'on veut leur compliquer la vie? Non, il est difficile parce que dans la plupart des cas, quand vous êtes nanti et que vous atteignez un niveau de richesse donné, c'est possible, l'État, je ne vais pas dire doit, mais peut chercher à savoir ce que vous faites. Et dans cette tentative-là, de chercher à savoir ce que vous faites, ça peut déboucher sur beaucoup de choses.
beaucoup de choses à l'heure. Dans le blanchiment d'argent. Dans le blanchiment d'argent. Donc, ça peut... Dans le terrorisme. Dans le terrorisme, parce que la plupart du temps, l'argent là, on l'utilise puisque c'est de l'argent que vous avez, vous ne savez même pas ce qu'il faut faire. Donc ça vous permet peut-être de pouvoir aussi asseoir un certain pouvoir que vous allez utiliser pour pouvoir peut-être asseoir une certaine autorité. Ça fait partie des infractions économiques. Tout à fait. Ça rentre dans le cadre des fraudes financières, comme toutes les fraudes financières. Donc ça, les démarches. Vous prenez par exemple, je parlais des bars, il y a aussi les casinos dans lesquels vous pouvez aller aisément dépenser. Et dès que vous introduisez l'argent dans le système, ça peut facilement remonter au niveau du système bancaire. Alors, nous allons peut-être commencer par atterrir, donc aborder un certain nombre de points. Vous parlez de sujets très intéressants, mais est-ce que vous formez les jeunes à ce type de module, c'est-à-dire cybersécurité et tout ça? Je vais dire oui et non. Oui, parce que j'ai l'opportunité de discuter, de faire comme ce que nous sommes en train de faire, de donner des informations. Non, parce que au Bénin, je ne sais pas, mais personnellement, je ne sais pas s'il y a un cadre institutionnel. Je sais qu'il existe des organisations, des formations qui se font et ça et là. Mais en fait, une carrière où vous avez la formation à l'université, vous sortez, je ne sais pas encore trop, je peux me tromper. Ça peut exister. Mais vous ne savez pas, je n'ai pas connaissance de ça, où ça se fait comme ce que nous on a fait. Il faut dire aussi que ce n'est pas aussi trop développé aux États-Unis. Je crois que mon université est la seule de notre État qui a ce programme-là, où on vous forme purement pour ça. Ça n'a rien à voir avec les contrôles internes, ça n'a rien à voir avec l'expertise en comptabilité. Non, c'est carrément un autre domaine de formation. On vous donne les outils nécessaires et vous connaissez le principe, comment ça fonctionne. Cependant, je peux dire, dans les formations en technologie, je ne sais pas aussi s'il existe des modules qui sont réservés à ça dans le système béninois. Mais peut-être la bonne nouvelle, nous allons aborder ça. Oui, nous allons le faire en même temps. Il y a des opportunités que vous donnez aux jeunes. Parlons-en en quelques minutes, M. Rungavou. Oui, nous avons un cabinet d'expertise qui est, cabinet conseil, j'allais dire, qui est créé à Chicago. Et nous avons la possibilité de recruter les étudiants internationaux en Afrique, dans tous les pays africains pour les universités américaines. Donc, dès que nous avons l'opportunité d'être là, il y en a beaucoup que nous avons fait partie. Nous informons les parents, nous discutons avec les parents des modalités, des conditions dans lesquelles ça se fait de façon légale pour permettre aux jeunes béninois de pouvoir aussi aller avec une fréquence donnée, étudier aux États-Unis et notre jeunesse doit être, ouverte. La jeunesse doit être ouverte à ces opportunités-là qui nous permet aujourd'hui de nous positionner comme les pays asiatiques. D'ailleurs, tous les jeunes, ou 99% des jeunes qui viennent à notre formation, nous leur conseillons d'aller dans les formations de technologie. Donc ça leur permet de pouvoir, comme je le disais, au lieu qu'on aille chercher les gens en Chine et en Inde, on peut désormais, peut-être d'ici 5 ans, venir sur le territoire béninois et chercher les jeunes, puisqu'ils ont le parchemin américain pour ceux qui vont y retourner après leurs études, leur donner la possibilité, même depuis le Bénin, de pouvoir travailler. Vous avez déjà envoyé combien de promotions de jeunes aux États-Unis? Nous avons commencé en 2019. Je pense que j'ai déjà une vingtaine d'étudiants. Il faut dire aussi le processus de visa, le processus pour pouvoir obtenir le visa, ce n'est pas facile. Donc, nous avons une vingtaine. Plus tard que le 3 juin, j'ai accueilli près de 5 jeunes béninois qui sont venus, qui sont dans les universités américaines aujourd'hui, qui se forment. Donc, depuis 2019, il y avait Covid qui a fait qu'on a eu une petite interruption entre 2020 et 2021. Nous avons repris les activités.
Et nous formons chaque samedi. Bon, je ne suis pas là pour... Non, mais allez-y. Nous vous donnons cette opportunité. Donc, chaque samedi, nous formons les jeunes. Nous disons aux parents de les accompagner, de venir. Peut-être après, nous allons donner les détails. Oui. De venir, de suivre la formation, de pouvoir se donner aussi, de commencer par mettre dans la tête qu'on n'a pas forcément besoin d'être milliardaire ou d'être enfant de riches pour pouvoir penser même à étudier aux États-Unis. Nous avons mis sur pied des stratégies qui permettent aux jeunes de bien intégrer le système et nous travaillons avec les universités pour que s'il y a des possibilités de boulot, dès que ces jeunes-là arrivent, les universités leur trouvent de boulot et ça change un peu leur statut, ça leur permet de vite intégrer le système et de continuer les études. C'est tout. Voilà. Donc une question d'intégration. Et ça, vous faites cela depuis 2019. Ouais. Alors, Monsieur Emmanuel Ronguevou, nous avons largement parlé des Béninois de la diaspora, nous avons parlé de la cybercriminalité. Vous nous avez donné des informations très importantes au sujet du blanchiment d'argent aussi, et surtout de la cybersécurité. Il faut rappeler que vous êtes spécialiste des questions de fraude financière et que vous êtes à disposition pour que tous ceux qui ont besoin de vos services puissent en profiter. Alors, vous allez conclure cette émission parce que nous sommes arrivés au terme de l'émission et donner également des informations sur comment vous joindre si nous avons des auditeurs ou des téléspectateurs qui ont envie de prendre contact avec vous. Merci beaucoup. Je pense que je ne vais pas finir sans remercier Eden TV pour cette opportunité qui nous est offerte. Et également, nous vous tirons le coup de chapeau parce que ça contribue aussi au développement du pays. Nous voulons une jeunesse de qualité. Et donc, je vous remercie au passage. Merci. Notre rêve, tout simplement, c'est de... Nous sommes 12 millions, si je ne me trompe. Je suis sûr que les jeunes qui sont en âge de pouvoir faire les universités de 18 peut-être à 25 ans, s'ils sont 2 ou 3 millions, notre rêve, c'est de les amener tous aux États-Unis. Tous les jeunes béninois qui sont dans cette tranche et qui ont la possibilité, avec le concours des parents, de se retrouver aux États-Unis, nous allons travailler pour que ces jeunes-là se retrouvent. Et demain, je pense que d'ici 5 ans, on aura une autre qualité de jeunesse. C'est vrai que c'est un rêve, mais bon là, mal là. Ben, il faut rêver. Hein? Oui, il faut rêver. Nous allons le faire. Je crois que ce serait pour le bonheur du pays. C'est ce que nous pouvons donner en retour au Bénin, et notre cher beau pays. Pour nos formations qui sont gratuites, nous demandons tout simplement que les gens nous appellent au 97 43 48 70. 97 43 48 70. Nous allons leur donner les informations, leur donner le lieu, et puis ils peuvent venir avec les parents. D'accord. C'est ouvert à tout le monde. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Ronguevou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je n'ai pas voulu parler politique avec vous parce que je sais que vous êtes d'une formation politique. Vous ne me l'avez pas dit, mais mes recherches m'ont donné l'information claire. Mais on en reparlera une autre fois lorsqu'il s'agira de parler de questions politiques. Je salue au passage le président de votre parti politique, il se reconnaîtra. Merci Emmanuel Ronguevou. Je rappelle que vous êtes doctorant en Business Administration, titulaire d'un MBA, option fraude financière et gestion des entreprises de l'Université Saint-Xavier de Chicago. Vous avez également un Master in Science of Cybersecurity dans l'Illinois. Votre CV, il est long. Je ne me fatiguerai pas à donner tous les détails ici aujourd'hui. Je retiens simplement que vous étiez l'invité de ce numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Nous allons parler essentiellement de cybercriminalité et de cybersécurité. Quelle place pour le Bénin? J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Je vous retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut, avec un autre invité pour un autre thème, toujours sur la même chaîne, ou si vous préférez, les mêmes chaînes, Eden Télévision, Diaspora FM. Bon appétit à chacun et à tous, et à dimanche prochain.